Nouvelle semaine, nouvelle édition, chers téléspectateurs. Bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du lundi 22 mai 2023. Tout de suite, dans les détails des informations de ce jour, mise en place d'une permanence au niveau du tribunal de première instance les samedis, des peines sévères envers les auteurs de violences basées sur le genre et de kidnapping. Ce sont entre autres les priorités de la nouvelle procureure de la République près du tribunal de la première instance d'Antananarivo, Rakutniananarinjanaval, lors de la cérémonie de son installation à Anoussi. Aujourd'hui, Rotricel Rakutmalal et Yves Chanel. Le tribunal de première instance mettra en place une permanence les samedis. Cela dans l'optique d'accélérer les procès, mais aussi pour éviter l'augmentation d'heures de garde de vue au niveau des forces de l'ordre dans le cas d'un dossier réceptionné un vendredi, explique la nouvelle procureure de la République près du tribunal de première instance d'Antananarivo, Rakutniananarinjanaval, lors de son installation ce jour. Elle a également pour priorité la sévérité des peines envers les auteurs de violences basées sur le genre et de kidnapping, ainsi qu'envers les dealers de drogue. Le garde de Sceaux, ministre de la Justice, Rajamanatena Souland Boulatine, a également rappelé que le procureur de la République a pour principale mission d'appliquer une justice équitable, ainsi que la réalisation du troisième engagement du président de la République. Par ailleurs, le ministre a annoncé que les stratégies sur les jugements des litiges fonciers ont été fructueuses. Cela consiste notamment à augmenter le nombre de juges qui travaillent dessus. À noter qu'il y a environ 60 juges auprès du tribunal de première instance d'Antananarivo. La célébration du 100e anniversaire de l'École nationale militaire au CEMIPI a commencé aujourd'hui 22 mai 2023. Une cérémonie de pose d'une borne marquant cette commémoration. La borne numéro 1 installée donc au camp général Ramaroula à Betungul. Le 25 mai, jour de la fondation de l'école, sera le point d'orgue de la célébration du centenaire de la CEMIPI à Fianarantsu. Hervoulet Sferen et Bras Denisson nous en dit plus. L'École nationale militaire CEMIPI a été créée le 25 mai 1923 au camp militaire de Betungul, camp dont la gendarmerie a hérité. École réglementaire d'enfants de troupes indigènes, tel est le nom de ce camp à cette époque. La CEMIPI a parcouru un long chemin au cours de ses 100 ans d'existence. En 1940, le général Ramanatsu Gabriel avait été nommé premier commandant Malagasy, et bon nombre des élites du pays sont sortants du CEMIPI. Le ministre de la Défense nationale a souligné aujourd'hui qu'un militaire sorti de cette école nationale ne doit pas s'en vanter, mais utiliser plutôt ce qu'il a acquis pour servir le pays. À cette cérémonie de pose de borne pour marquer le 100e anniversaire de la CEMIPI au camp général Ramaroula à Betungul, il y a eu une marche avec l'étendard de la solidarité partant de Betungul jusqu'à Andafiavarech, qui est le lieu d'installation du deuxième borne. Elle rejoindra par la suite la RN7 vers Fianarantsu. Le point d'orgue de la célébration du centenaire de la CEMIPI se tiendra le 25 mai prochain au camp général Lucien Rakutnirein à Beravne Fianarantsu. Ensuite, une première réunion du comité conjoint de coordination du projet d'amélioration du système de gestion des déchets solides s'est tenue ce jour à l'hôtel de ville d'Antananarivo afin de faciliter la coordination interorganisationnelle. L'objectif de ce projet est d'améliorer la capacité de gestion des déchets solides dans la ville d'Antananarivo. À noter que ce projet va être mis en œuvre en février 2023 jusqu'en novembre 2026. L'agence japonaise de coopération internationale, ou JICA, collaborera avec le ministère de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène et la commune urbaine d'Antananarivo dans la mise en œuvre de ce projet. Explication. Nous sommes agence japonaise de coopération internationale, donc avec CUA, ministère de l'eau et assainissement. Donc on collabore pour la mise en œuvre de ce projet de coopération technique, donc afin d'améliorer la gestion de déchets solides de Antananarivo. Et donc nous faisons partie prenante pour ce projet. Voilà.
Un différend oppose l'Association professionnelle des transporteurs d'hydrocarbures, ou APTH, et la logistique pétrolière, ou LPSA, actuellement. Selon l'APTH, ils ne sont que des victimes concernant la situation des produits déclarés pollués qu'ils transportent depuis le GRT Tuamas, alors qu'ils sont sanctionnés par la logistique pétrolière pour cela. De plus, cette dernière réquisitionne leurs véhicules jusqu'à ce que vérification soit effectuée, ce qui engendre d'énormes pertes pour la PTH, selon toujours cette association. L'association a d'autres revendications qu'ils ont énoncées aujourd'hui à l'Arbi devant la presse. Des camions citernes ont été saisis par la logistique pétrolière LPSA actuellement, selon l'Association professionnelle des transporteurs d'hydrocarbures, ou APTH aujourd'hui. Ces camions ont été saisis car ils auraient transporté des produits déclarés frelatés depuis le GRT Tuamas. Ce seraient donc ces transporteurs qui en sont les responsables, selon un représentant de l'association. Face à cela, ces transporteurs ont suspendu le transport de carburant depuis samedi et demandent aux responsables de prouver que ce sont véritablement les transporteurs qui sont à l'origine de ces produits frelatés. Selon le secrétaire exécutif de la PTH, les responsables devraient confronter les produits au départ de GRT Tuamas et ceux à l'arrivée au sein de la logistique pétrolière. De ce fait, ils attendent les résultats jusqu'à ce jour. D'un autre côté, ces 300 transporteurs regroupés au sein de la PTH se plaignent également des traitements qui leur sont infligés. Ils affirment qu'ils sont traités de voleurs et on les accuse de toujours détourner les carburants. De plus, leurs droits ne sont pas respectés, surtout leurs droits dans l'exercice de leur activité, selon ces transporteurs. Une situation qu'ils qualifient d'injuste et qu'ils endurent depuis des années. Selon le secrétaire exécutif de l'association, s'ils pouvaient choisir, ils arrêteraient ce travail car cela ne leur cause que des ennuis. Néanmoins, s'ils arrêtent, ce seront les consommateurs qui en paieront le prix. Néanmoins, la PTH dit vouloir poursuivre le transport des carburants, mais leur but est d'expliquer la situation qu'ils endurent à la population. Par ailleurs, l'association attend également la réhabilitation des routes nationales. Dans un autre sujet, la proclamation des résultats de la compétition rallye VHR ou voiture historique de régularité sera effectuée mercredi prochain. Le participant qui a parvenu à maintenir la vitesse de son choix remportera la première place. À noter que la distance parcourue par les concurrents est de 600 km. Les détails avec Fanjisena Mireille et Nza Hadjiantsu. Le concours de pilotage d'automobile VHR ou voiture historique de régularité a été effectué pendant 3 jours et 86 voitures historiques datant pour les plus récents de 1989 y ont participé et ont parcouru 600 km. Ces voitures historiques ont défilé sur les RN7 et RN43 sur un itinéraire qui relie Antananarivo à Ampef, puis un aller-retour Ampef, Tirunmandidi, et elles sont revenues dans la capitale dimanche en empruntant la RN1. Mercredi prochain, on saura qui a été le participant à réussir à faire preuve de régularité du début jusqu'à la fin de la compétition. Et le rallye VHR ou voiture historique de régularité a un impact direct sur la promotion du tourisme à Madagascar, notamment dans les régions que les voitures ont traversées, a indiqué le ministre du Tourisme, Joël Radjiamanjantu. Ces activités intéressent davantage les touristes locaux et internationaux, selon les informations. Toujours avec Fadjisena Mireille et Nza Hadjiantsu. Les régions traversées par le rallye VHR, voiture historique de régularité, ont bénéficié des avantages qu'offre le passage de ces véhicules durant 3 jours. En effet, environ 250 participants, dont des pilotes et des copilotes, ont acheté les produits disponibles dans les régions traversées par la RN7, la RN43 et la RN1. La participation de Didier Auriol, qui a été champion du monde de rallye en 1994, a marqué cette deuxième édition du rallye VHR. Toutes les erreurs relevées lors de cette deuxième édition seront également rectifiées. C'était beau rallye, une belle aventure. Je crois qu'on était ici avant tout pour promouvoir le rallye, puis pour, j'espère, faire plaisir à certaines personnes qui sont passionnées de sport automobile. Et puis pour nous, le résultat
c'était autre chose. Je veux dire, on n'y pensait pas du tout au résultat. On est surtout venu ici pour promouvoir le rallye, promouvoir Madagascar, bien sûr, que j'aime beaucoup puisque je réside ici. Voilà. Là, il y a un très beau plateau. Alors maintenant, comme on discutait avec le président du rallye, je crois que l'important, c'est d'essayer de promouvoir le rallye à l'extérieur et de le faire grandir, de le faire progresser. Donc, je pense qu'on aura une discussion, moi et Zoud Ranarivel, que tout le monde connaît ici, justement pour conseiller un petit peu cette évolution, dans quel secteur on doit travailler, afin de pouvoir faire venir dans un proche avenir des pilotes d'un peu plus de notoriété sur Madagascar. La tenue de cette compétition VHR peut attirer davantage des touristes internationaux, a indiqué le ministre du Tourisme, Joël Radjiamanjantou. Concernant maintenant les actualités sportives, il a été décidé lors de la réunion du Conseil international des Jeux, ou CIJ, tenue pendant 3 jours au Novotel Ivanj, que la 11e édition des Jeux des îles de l'océan Indien, qui se tiendra du 25 août au 3 septembre prochain, aura lieu à Madagascar. 17 disciplines ont été retenues pour cette édition. De plus, la délégation du CIJ, conduite par son président Antonio Gopal, a visité les infrastructures qui accueilleront toutes les disciplines. Fredo Rakudarsu et Sech Anjianabu. La polémique est terminée. Le Conseil international des Jeux, ou CIJ, a convenu que Madagascar accueillera la 11e édition des Jeux des îles 2023. Pour autant, de nombreux travaux attendent le gouvernement malagasy afin que les Jeux se déroulent comme il se doit, selon Antonio Gopal, président du CIJ, lors d'une visite des infrastructures le week-end dernier. Il s'agit notamment du stade couvert d'Akurunjan, de la piscine ANSMP Flou et du stade d'Alarbi, tous actuellement en cours de réhabilitation. De plus, le nombre de disciplines à concourir a été réduit à 17, alors que 23 étaient définies au départ. Il s'agit de l'athlétisme, du basket 5 contre 5 et 3 contre 3, de la boxe, du football masculin, du rugby à 7, du karaté, du badminton, du handball, du judo, de la lutte, de la natation, du tennis, du volleyball, de l'haltérophilie, du cyclisme, de la pétanque et du tennis de table. L'important n'est pas le nombre de disciplines, mais d'obtenir de bons résultats, a déclaré le ministre de la Jeunesse et des Sports, André Azaré-Simp. Par ailleurs, le président du CIJ a affirmé que plusieurs points ont été évoqués lors de la réunion de fin de semaine, notamment la description des règles régissant chaque discipline et tous les programmes de jeu. Il y a eu également une audition sur le rapport fait par le COJI sur l'accueil, le transport, la nourriture de toutes les délégations, en plus des aspects sanitaires, des billets pour les Jeux et la cérémonie d'ouverture, ainsi que les matchs. Ensuite, les jeunes tennismen dans la région Analamang ont montré leur talent lors de la compétition championnat jeunes par équipe organisée par la Ligue Analamang. La rencontre s'est tenue au club olympique à Ilafi. Tous les participants ont donné le meilleur d'eux-mêmes durant cette compétition dédiée à la catégorie junior et leurs compétences se sont reflétées lors des finales qui se sont déroulées hier. Le club CAR a remporté tous les trophées dans les catégories U8 masculine et féminine et dans la catégorie U10 féminine. L'équipe STC est sortie victorieuse dans la catégorie féminine U14, tandis que la ZUT a été championne dans la catégorie masculine. Le club AXA a dominé les catégories U16 et U18 en remportant tous les trophées masculins et féminins. Place maintenant aux actualités internationales au Soudan pour commencer. Un cessez-le-feu d'une semaine est censé entrer en vigueur lundi soir entre l'armée et les paramilitaires qui se disputent le pouvoir au Soudan et poursuivent pour le moment leur violent affrontement. Les détails avec France 24. Khartoum vit au rythme des combats depuis plus d'un mois. 5 semaines de violence qui pourraient marquer une pause ce soir avec l'instauration d'un nouveau cessez-le-feu négocié sous l'égide de Washington et de l'Arabie Saoudite. Il s'agit d'un accord de cessez-le-feu de 7 jours qui sera automatiquement renouvelé jusqu'à ce que nous parvenions à un cessez-le-feu permanent
par le biais de mécanismes dont nous discuterons dans les prochains jours. La mise en application est prévue ce lundi à partir de 21h45 et pour 7 jours au moins. Une information à prendre avec prudence, car jamais les deux parties rivales n'ont respecté les cessez-le-feu négociés depuis le début de la crise. Conséquence directe de cette guerre civile qui frappe plusieurs régions du Soudan, l'exode de centaines de milliers de Soudanais vers les pays voisins, notamment au Tchad. Cette mère de famille originaire du Darfour a été témoin de violents combats qui sévissent dans son pays. Nous vivons en paix depuis 2006, mais maintenant les milices Janjaweed sont constamment à la frontière. Ils utilisent des chevaux pour attaquer les gens, ils torturent et tuent la population. Depuis 20 ans, ce camp géré par les Nations Unies accueille en permanence 28 000 réfugiés soudanais. Les autorités prévoient de construire au total 10 000 places pour les prochaines semaines. Nous avons jusqu'à présent mis en place des services, des abris pour accueillir environ 2000 réfugiés. Leur construction est toujours en cours. Il y a aussi un accès à l'eau potable et à des sanitaires. Pour Mariam et ses 3 filles, l'arrivée dans ce camp leur permet de se retrouver en sécurité, loin des combats, même si elles espèrent pouvoir retrouver leur pays au plus vite. Ensuite, le groupe paramilitaire Wagner a annoncé lundi 22 mai prévoir d'achever le transfert de ses positions à Bakhmout à l'armée russe le 1er juin, tandis que l'Ukraine soulignait que la bataille continuait malgré la revendication russe de conquête. Reportage sur les images de France 24. Oui, ce n'était pas la première fois en réalité que Wagner avait réclamer le contrôle de la ville de Bakhmout, mais c'est la première fois que le Kremlin a réagi en félicitant ces hommes et en affirmant qu'effectivement la Russie avait pris le contrôle de la totalité de Bakhmout. Alors les Russes sont allés un peu plus loin dans leurs affirmations. Les Ukrainiens sont restés plus ou moins sur la même ligne en disant effectivement la situation à Bakhmout est difficile et les Russes contrôlent une grande partie de la ville, mais la ville n'est pas complètement perdue, ce qui veut dire qu'il y a des forces ukrainiennes qui tiennent certaines positions dans Bakhmout. Mais les Ukrainiens reconnaissent en réalité que la partie de la ville qu'ils contrôlent est en train de se réduire progressivement. Aujourd'hui, c'est Hanna Maliar, vice-ministre de la Défense, qui en a parlé. Elle a dit que quelques entreprises et quelques résidences dans le quartier du sud-ouest de la ville, un quartier qui s'appelle le quartier de l'Avion, restent au contrôle des Ukrainiens. Seulement, ces endroits-là, je me souviens très bien en fait de cet avion. C'est un monument en forme d'avion qu'on voit juste à l'entrée de Bakhmout quand on arrive de l'ouest. En revanche, les Ukrainiens ont fait des progrès au sud et au nord de Bakhmout, donc pas la ville même, mais ils ont repoussé les Russes à l'extérieur de la ville, ce qui rendrait, je pense, plus difficile encore pour les Russes d'essayer d'avancer plus loin au-delà de Bakhmout. Et la ville de Dnipro, dans le centre-est de l'Ukraine, a été visée dans la nuit de dimanche à lundi par 16 missiles et 20 drones explosifs russes, a annoncé l'armée ukrainienne. France 24. Ce sont des frappes de plus longue distance et sa région cette nuit. L'armée de l'air ukrainienne dit avoir abattu 4 missiles de croisière et au moins une quinzaine de drones. Mais le gouverneur de la région de Dnipropetrovsk, dont Dnipro est la capitale, dit qu'il y a aussi eu des missiles qui ont atteint leurs cibles et que ce sont essentiellement des cibles militaires. Bien sûr, les autorités ukrainiennes ne donnent pas plus de détails sur cela. Ils disent tout de même qu'en résultat de ces frappes pendant la nuit, il y a au moins 8 blessés. Quand ils disent qu'il y a au moins 8 blessés, cela entend 8 civils qui ont été blessés. Il se peut que des militaires aient été blessés aussi, mais les Ukrainiens ne donnent pas de détails sur cela. Essentiellement la région de Dnipro pour ces frappes de longue distance, mais aussi Zaporizhzhia et Kharkiv, 2 autres grandes villes de l'Est de l'Ukraine, ont été frappées pendant la nuit. Les sirènes ont retenti sur toute l'Ukraine, mais la capitale Kiev n'a pas été visée cette fois-ci, ce qui contraste avec les jours précédents. On a eu une nuit de trêve la nuit d'avant-hier, mais sinon Kiev avait été ciblé pendant au moins 5 nuits de suite. Mesdames et messieurs, cette édition touche à sa fin. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Excellente soirée en notre compagnie. Au revoir.